Radio Libre Expression. Bonjour à tous chers auditeurs. Aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous sur Radio Libre Expression Jean-François La Jeunesse qui a écrit un livre, alors je vous donne le titre, Perles d'or sur champ de vie des éditions Almaté. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François La Jeunesse, pourquoi as-tu écrit ce livre? C'est une façon de faire partager mon expérience. C'est-à-dire que à partir du moment que j'ai pris conscience que j'étais un alcoolique et que j'ai voulu m'en sortir, j'ai noté tous les jours ce que je faisais, les petites démarches, comment je remettais ma vie en marche, les belles personnes, les belles rencontres, ce qui était positif. Et peu à peu, donc j'ai rempli des cahiers, et quand tout a été bien mis et que ma vie a repris un sens, j'ai trouvé que c'était bien de faire partager mon histoire et aussi de remercier par le livre tous ceux qui m'avaient aidé et accompagné dans la vie. Voilà pourquoi je l'ai écrit. Pour que ça serve un petit peu d'exemple et de modèle pour certains. Si ça peut aider quelques-uns, ce sera déjà une belle démarche. Tu as commencé donc le sport assez tardivement, malgré que tu en as fait quand tu étais jeune, mais tu avais arrêté pendant combien d'années? 25 ans, tu avais arrêté le sport, c'est ça? Oui, tu as raison, j'ai arrêté 25 ans. J'ai arrêté 25 ans le sport, et au bout de 25 ans, comme à un moment donné, je buvais énormément, je pesais jusqu'à 107 kilos. Quand j'ai pris véritablement conscience, j'étais quasiment presque devenu SDF, j'avais plus de sens de réalité, je prenais deux cuites par jour, je tremblais quelquefois le matin quand j'avais pas ma dose. Enfin, tous ceux qui boivent connaissent ce chemin-là. Et quand j'ai repris donc un peu mon corps, je me suis dit, bon, retournons à ce que je savais faire comme sport. Quand j'étais jeune, j'avais fait de la course à pied, alors j'ai commencé par faire des petites marches, tout doucement, à recourir, à trottiner, et en même temps que j'avais arrêté de boire, donc je commençais à perdre des kilos, ce qui fait que maintenant j'en ai perdu 37, enfin 35. Et en quelques années, donc j'ai commencé à recourir, puis après j'ai pris une licence dans un club, et 8 ans après, j'ai couru mon premier marathon, c'est-à-dire en 2009, à Vannes, en 3h31, puis quelques mois après j'ai fait celui de Nantes en 3h22, et j'avais 54 ans. C'est vraiment incroyable. Évidemment, tu étais suivi médicalement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand j'ai voulu commencer à recourir, je suis allé voir un médecin qui pour avoir une licence sportive, par exemple, m'a fait faire des exercices pour voir si mon cœur était capable. J'ai fait donc des électrocardiogrammes, j'ai fait des prises de sang, et j'ai eu une chance extraordinaire que mon corps avait tout encaissé, donc il n'y avait pas de problème. Ce qui fait que, mon corps a accepté les kilomètres et ça s'est relativement bien passé. J'ai pas encore eu de problème pour recourir. Voilà, donc c'est comme ça que je cours maintenant régulièrement, 4 à 5 fois par semaine, et que la course à pied est aussi quelque chose qui me permet finalement de compenser l'alcool. L'alcool, quelque chose avait créé une dépendance donc avec l'alcool, et quelque part j'ai une forme de dépendance à la course à pied, même si elle est beaucoup moins grave, mais quand je suis 2 ou 3 jours sans courir, ça me manque. Donc je vais recourir sur les bords de l'Erdre, qui est une petite rivière à Nantes. Je vais recourir pour redonner un petit peu d'oxygène à mon corps, puis retrouver ça. J'ai besoin de courir. Jean-François, pour ceux qui voudraient arrêter de boire et aussi de fumer, comme tu as fait toi, oui. Est-ce que tu conseilles de faire cela d'une manière progressive ou carrément d'une manière radicale? Mais tu as bien résumé le fait de ce que disait la sécurité sociale, par exemple de faire du sport, tu as bien résumé le problème. Et pour arrêter, c'est pareil. Moi, je crois que ça ne vient que de la personne. C'est-à-dire que quand la personne est prête, elle peut arrêter, mais il faut qu'il n'y ait plus d'entrave à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un a des problèmes administratifs, si le doute s'installe, fatalement, la personne est appelée à rechuter. Donc, on peut arrêter progressivement, par exemple le tabac, ou arrêter de boire mais continuer à fumer. Arrêter tout d'un coup, quelquefois c'est très dur, il faut être fort bien entouré. Et puis, moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de pouvoir arrêter sans un seul cachet et sans jamais avoir fait de cure. C'est-à-dire que j'ai pensé à un moment donné que j'avais en moi cette force-là. Et j'ai eu cette chance que je n'ai jamais rechuté.
Mais j'ai aussi une chance d'avoir des enfants qui m'ont finalement qui chaque fois qu'ils m'ont regardé et qui voyaient que je faisais des efforts, que mon corps redevenait à peu près acceptable, que je recommençais à courir, que je refaisais des démarches, que je me resocialisais, ils m'ont fait comprendre par des gestes, des regards, en venant me voir plus souvent, qu'ils étaient avec moi. Donc finalement, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de médicaments. Certains auront besoin de faire une cure, il ne faut pas avoir peur de la faire. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir un médecin. Ce qu'il faut surtout, c'est ne jamais se mentir. À partir du moment où vous êtes alcoolique, que vous êtes dépendante d'alcool, que vous en avez pris conscience, faut mettre toutes les chances de votre côté pour vous en sortir. Et d'en parler aux autres, d'expliquer même à son entourage qu'on a été bête quelquefois dans la vie, qu'on a été stupide, qu'on a été lâche, qu'on a fait du mal. D'expliquer ça, c'est aussi pour soi une forme de thérapie. À partir du moment où on accepte de ne plus se mentir, et de ne plus mentir aux autres, ça viendra avec le temps, mais on arrivera presque dans tous les cas à pouvoir sortir de cette dépendance-là. Ça, j'en suis convaincu. Et est-ce que tu as coupé immédiatement tes anciennes amitiés qui, eux, ne voulaient pas décrocher, j'allais dire? Jamais. Jamais. J'ai toujours pensé qu'ils faisaient partie de mon histoire. Contrairement à ce que certains disent en expliquant qu'il faut changer de milieu, tout ça, moi j'ai toujours pensé que quand on sait d'où on vient, on saura fatalement où on va aller. Et je suis toujours ami, je vais toujours de temps en temps jouer aux cartes avec certains qui ont continué à boire, ils étaient mes amis avant, ils sont toujours aujourd'hui. Simplement, il y a des choses qui nous différencient. Quand ils commencent à avoir un verre dans le nez, on n'a plus les mêmes rires. Je trouve quelquefois idiots leur conversation. Mais ça n'empêche pas que ce sont des gens qui ont fait partie de ma vie, et je trouverais assez salopard de ma part, aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'être revenu à Port potable, de les oublier. Donc, non, ils font partie de ma vie. Moi, je n'ai coupé de personne, et je n'ai surtout pas envie de couper. Parce que quelque part, le fait de les voir, malheureusement, quelques-uns, la mort a été la conclusion de cette somme d'alcool à le Valais, ça me permet aussi à moi de me dire que j'ai de la chance de m'en être tiré. Donc, ne jamais oublier cela. C'est pour ça que moi je conseille jamais à qui que ce soit de rompre. Simplement, il faut avoir la volonté de dire, non, moi je bois un café ou je bois de l'eau, c'est tout. Mais si vous n'avez pas cette volonté-là avec les gens, vous ne l'aurez pas tout seul non plus, parce que quand vous allez vous sentir mal tout seul, rien ne vous empêchera d'aller dans un supermarché, d'acheter de la boisson et puis de la boire tout seul. Donc, quelqu'un qui veut reboire, reboira. Donc c'est jamais les copains qui entraînent. Ça, c'est une excuse. C'est quand on est faible, on dit c'est à cause des copains. Non, moi, tous les verres que j'ai bu, c'est moi-même qui ai levé le coude et qui les a avalés. Il y en a personne qui m'a forcé à en boire un. Donc c'est jamais les autres qui forcent. Quelquefois, c'est l'ambiance qui est plus conviviale, donc on n'a pas envie de la quitter, donc on prend un verre de plus. Mais au départ, c'est toujours soi-même. Tu dis, Jean-François, dans ton livre, à la page 67, que écouter la radio, ça t'a fait un grand bien. Par exemple, tu écoutais Philippe Bouvard et d'autres radios. Alors explique-nous un peu. C'est-à-dire qu'une radio, c'est une voix. Quand vous écoutez une émission, Philippe Bouvard, c'était les grosses têtes. Bon, j'écoutais ça, mais c'était habituel. C'est-à-dire que tous les jours à la même heure, j'avais rendez-vous avec une radio, avec une émission, avec un animateur. Quand il est tous les jours sur l'antenne, et qu'on écoute chaque jour son émission, à un moment donné, il devient un familier. C'est un peu comme un ami qui rentrerait. Et pour moi, la radio, c'est le média le mieux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, d'abord, vous pouvez faire d'autres choses. C'est comme si on parle ensemble et qu'on est dans une cuisine, on peut continuer à préparer à manger. Vous n'êtes pas obligé, comme une télévision, d'être devant l'écran. Mais cette voix... c'est votre ami, et vous êtes libre à tout moment, ou de l'arrêter si vous n'êtes pas trop bien, ou de la reprendre si vous avez besoin d'un bruit, d'un dialogue. Mais la radio est quelque chose qui ne vous laisse jamais seul quand vous en avez une. C'est pour ça que pour moi la radio, c'est le média le plus approprié pour accompagner des gens et accompagner des solitudes. D'ailleurs, tous ceux qui ont connu un tout petit peu la rue, qui ont été SDF, beaucoup de SDF ont un poste. Et ce poste-là, à l'époque c'était un transistor, mais ces postes-là, ça relie au monde. C'est pour ça que la radio est quelque chose de capital
dans le chemin qui m'a permis de revenir. C'est pour ça que je tenais à remercier finalement l'instrument radio tel qu'il est d'avoir existé. Oui, et c'était aussi un peu comme ta famille, c'est ça? C'est une famille, c'est-à-dire que quand vous écoutez, c'est comme quand vous êtes une personne âgée, que votre petit-fils vient, mettons, tous les jours à midi manger chez vous. Vous êtes content quand arrive midi, parce que vous l'attendez. Vous savez qu'à ce moment-là, vous avez partagé un moment de bonheur, un moment de joie. Et ben, une émission de radio, quand elle est quotidienne, si vous l'appréciez, si vous appréciez l'animateur, vous attendez ça avec impatience. Et ça rythme votre vie. C'est-à-dire que vous allez faire des courses avant ou après, mais vous attendez ce moment-là. C'est un repère. Tu parles aussi des dettes que tu as eues à cause de la boisson, tu as pris des mauvaises décisions, tu as eu des dettes qui t'ont poursuivi longtemps après. Qui me poursuivent toujours, parce qu'une dette professionnelle dure 30 ans. Bon alors, ça se passe d'une manière simple, hein. C'est-à-dire qu'après c'est archivé, vous n'avez pas quelqu'un qui vient tous les jours vous la réclamer, mais elle n'est effacée, je pense à la TVA, elle n'est effacée qu'au bout de 30 ans. Peu de gens le savent d'ailleurs, mais les dettes professionnelles c'est ce qu'il y a de plus long. Par contre, elles ne sont pas imputables aux enfants. Et moi quand j'ai su que mes dettes, mes enfants n'auraient pas à les payer par exemple, ça m'a soulagé. Ça m'a donné envie de revenir, non pas pour éviter les dettes, parce que je suis de ceux qui pensent que quand on a réussi à se remettre debout, il faut à ce moment-là aider les autres. Donc, moi, ma conception, elle est qu'on n'a pas de droit sans devoir, et pas de devoir sans droit. Que mes droits, je les ai eus le fait de me retaper. Des gens ont cotisé pour moi. Donc, à partir du moment où je me suis retapé, c'est à moi maintenant de me battre pour que d'autres aient cette chance. Mais le fait des dettes, c'est quelque chose qui est lourd. C'est pour ça que notre société, quelquefois, perd des hommes. C'est-à-dire que les gens n'ont pas la force de se relever parce que la chape de plomb est trop lourde. Moi, si j'ai eu des dettes qui ont été importantes, parce qu'à un moment donné, on parlait de 100 000 euros, je ne devais pas 100 000 euros. Mais c'est-à-dire que j'ai eu toutes les pénalités de partout parce que je ne répondais plus à aucun courrier. J'ai fui tout. Je fuyais tout. Donc, comme j'étais travailleur indépendant, j'avais l'URSSAF. J'ai fui des années l'URSSAF. Ce qui fait que quand j'ai voulu récupérer ma vie, une dette qui était peut-être de 2 000 euros, elle était déjà rendue avec les 10%, les 50%, les 100%, les lettres recommandées, elle était déjà rendue à 8 000 euros. Et le temps pour faire appel était écoulé. Donc il a fallu que je me tourne vers un médiateur de la République à qui je dois énormément. Cet homme-là a remis ma vie en ordre en reprenant tout. C'est-à-dire que tout ce qui avait été dans le mauvais sens, il me l'a déroulé dans le bon sens. Mais ça a été très très long. J'ai mis des années pour revenir. Mais ça, je lui dois énormément. Tu dis aussi, je ne veux plus être remplaçant. Explique-nous un peu, Jean-François. C'est ça. C'est-à-dire que dans ma vie, pendant des années, j'ai laissé faire. C'est-à-dire que bon, il pouvait se passer n'importe quoi. Une fois que j'avais ma dose, que je buvais, finalement, je n'étais pas un acteur de ma vie. Ma vie, elle était rythmée par les bouteilles, par les copains, par les bistrots. J'étais quelqu'un qui, finalement, de la vie, était un spectateur. Or, quand je dis qu'aujourd'hui je veux être un acteur, c'est-à-dire que je veux reprendre une place dans la société, me battre pour mes idées, y compris même pour épauler ceux que j'ai envie d'aider, qui sont aujourd'hui plus faibles, il faut que je suis en capacité de pouvoir les défendre, c'est-à-dire expliquer leur cas. Quand il faut aller devant, par exemple, un juge ou devant les impôts ou devant les administrations, pour ces gens-là, quand je fais leur dossier, il faut que je sois véritablement fort. Donc, c'est ça que je veux dire. Je ne veux plus être spectateur de ma vie, mais je veux être un acteur dans la vie. Et y compris par le fait d'avoir la gentillesse, comme tu me reçois aujourd'hui, d'expliquer qu'on peut le refaire. C'est une partie de ma vie, ça, de dire maintenant aux gens, attendez, rien n'est perdu tout à fait, il y a toujours possibilité de repartir, c'est pas vrai que tout est fini. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux être un acteur de la vie et pas un spectateur. Jean-François, tu as fait une association, parle-nous exactement de ça. Alors donc, cette association a un site qui s'intitule Se défouler pour renaître.fr, c'est-à-dire que j'en ai fait un jeu de mots. Comme j'avais pris la course à pied pour moi me remettre debout, j'ai appelé ça Se défouler pour renaître. Le fait de défouler qui était le fait de courir. Donc, et le fait de se défouler aussi, de reprendre sa vie,
et de la remettre sur des bons rails. Et donc, cette association, elle a pour vocation d'aider des gens par le sport. Donc moi, j'emmène pour l'instant des gens faire des promenades, des balades, de se réapproprier un peu la nature, et puis surtout le regard des autres. C'est-à-dire que quand vous recommencez à remarcher, généralement quand on boit, on s'enferme dans un café ou on boit tout seul dans sa chambre. Quand vous commencez à arrêter ça, le regard des autres est difficile. Il est même parfois même insupportable. Et moi, ma conception, elle n'est que on ne devient fort qu'en affrontant les autres. Il n'est pas question de méchanceté ni de dureté, mais simplement, si vous avez peur qu'un autre vous regarde, vous aurez peur de vous-même. Ce qui fait que moi, par le biais du sport, donc comme ils n'ont pas encore la force de courir tous, on fait des balades de 7-8 km, parce que pour certains c'est long, sur les bords de l'air, sur ce pied. Et là, les gens, ils croisent d'autres personnes. On se dit bonjour. Quelquefois, il y a un type qui pêche, on arrête, on parle avec lui. Et c'est comme cela que j'ai créé cette association-là, parce que j'ai trouvé que c'était bien, que la nature est un rôle aussi, et donc le sport est un rôle dans la reconstitution des hommes. Jean-François, il y a des journaux qui ont fait des articles sur ta vie et sur le livre que tu as écrit, et je souhaiterais aussi que tu nous parles des élections municipales ou législatives plutôt, juin 2012. D'accord. C'est-à-dire que mon histoire, quand j'ai couru mon premier marathon à Vannes, le journaliste qui était le journaliste local de Vannes, du Télégramme, a fait une demi-page sur moi. Cette page, donc, a été vue par d'autres journalistes, et peu à peu, en même temps que je sortais le livre, que je faisais des dédicaces, il y a, comme l'agence France Presse, la journaliste de Nantes a vu cette histoire-là, elle m'a reçu, et elle l'a mis, donc, comme dépêche dans France Presse, mais en racontant tout. Ce qui fait que tous les journaux, mais en France, puisant leurs informations à l'AFP, ont eu ça. Ce qui fait que ça a fait peut-être 20 journaux qui, dans la journée, en ont parlé. Ça a redonné, donc, ce livre, ça lui a permis d'avoir une histoire, ce qui fait qu'aujourd'hui, à compte d'auteur, puisque le principe, les éditions Amalté l'ont édité, mais la diffusion, c'est le principe de compte d'auteur, est aujourd'hui peut-être le livre qui se vend le plus en France. Il a dépassé les 1200. Mais c'est le fait que c'est le bouche à oreille. Et donc, cette histoire-là, avec cette association-là, donc moi j'ai pensé, et c'est pour cela que j'ai rencontré donc toutes les collectivités locales, la ville de Nantes, le conseil général, la région, j'ai pensé qu'il fallait maintenant mettre des hommes au service d'autres hommes. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, par exemple, créer une maison des solidarités. Et cela, il faut la loi. Et je n'ai pas trouvé, dans les propositions de tous les partis politiques, y compris même les belles écoutes, même ceux qui sont de mon bord politique, assez de force pour qu'ils mettent le projet des SDF dans leur disons, priorité. Alors j'ai décidé, après avoir réfléchi, parce que j'avais déjà fait de la politique avant, mais j'ai pensé que c'était la meilleure façon d'aller le défendre moi-même. Et dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique, je serai le 10 juin candidat à l'élection législative pour porter ce projet-là. Je ne vais pas changer le monde, ça c'est certain. Je ne pense pas qu'un député aujourd'hui ait autant de pouvoir qu'on veut le dire. Mais je suis convaincu que si quelques-uns prennent cette histoire-là et font dans chaque département une maison des solidarités qui serait ouverte 24 heures sur 24 avec du personnel, des assistantes sociales, des éducateurs, ça coûterait moins cher que de payer des cures à n'en plus finir à des gens qui en plus ne s'en sortent pas. Quand on ramasse quelqu'un dans la rue qui a fait un coma éthylique, le SAMU l'emmène aux urgences, il passe une nuit aux urgences. Cette opération-là, entre le SAMU, la nuit ou les 2 nuits aux urgences, coûte 1 500 €. C'est quasiment le salaire d'une assistante sociale qui passe en une nuit et qui ne donne pas d'effet. Moi, je suis partisan aujourd'hui que, par exemple, quand quelqu'un a été ramassé au SAMU, il y ait un guichet à la sortie. Et la personne, on lui demande où elle va, ce qu'elle veut, est-ce qu'elle a besoin, si elle ne veut pas. On ne dit rien. Mais si la personne veut être aidée, il faut l'aider concrètement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la remettre dans la rue. Il faut lui trouver peut-être un foyer dans un premier temps, mais ensuite
une occupation, lui en faire une identité. Il faudra qu'un jour, les hommes politiques comprennent que quand vous êtes dans la rue, c'est impossible d'avoir même du courrier, de faire un CV. Donc, même si la personne est pleine de bonne volonté, elle est propre, comment peut-elle envoyer un CV et recevoir une réponse? Or, aujourd'hui, avec Internet, par exemple, Internet a tout mangé, les rapports humains. C'est-à-dire que quelqu'un, aujourd'hui, pour se faire connaître, s'il n'a pas Internet, il est mort, y compris même pour remplir des papiers dans les caisses d'allocation familiale. On est en train de tout briser. Donc, une maison des solidarités qui serait comme une préfecture dans chaque département et qui serait même rattachée à la branche sociale de la sécurité sociale. Et à l'arrivée, on s'apercevrait qu'on a économisé chaque année des millions en remettant des gens debout. Ça coûte moins cher de remettre des hommes debout que de les entretenir. Quand on sait qu'une cure, plus après la période où elle va en repos, ça représente entre 30 et 40 000 euros. Qu'il y a des gens qui sont rendus à la 8e, à la 9e, et ce n'est pas de leur faute. Et quand ils ont fait la démarche, ils avaient envie, mais ils n'ont pas la volonté, il faut les aider. Et ils se retrouvent de nouveau avec rien, et avec en plus des gens qui ne croient plus, parce que quand vous avez chuté 3, 4, 5 fois, les gens pensent sincèrement que vous n'avez pas envie de vous en tirer. Ils se détournent de vous. Vous vous sentez mal. Donc c'est pour ça qu'il faut réellement maintenant prendre ce problème-là, j'allais dire, à bout de bras. Et c'est pour ça que je défendrai donc cette idée-là le 10 juin aux élections législatives en Loire-Atlantique. Oui, c'est très bien, je suis ravi et j'espère que tu vas réussir pour le bien de toutes ces personnes qui souhaitent s'en sortir, évidemment, et pour ceux qui sont découragés, qui pensent ne jamais s'en sortir, parce qu'il ne faut pas juger facilement les personnes. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Il faut surtout, il y a une chose que les auditeurs doivent faire, et ne jugez jamais. Si vous jugez, vous êtes en position de force quelquefois. Donc, quand les gens se sentent forts, ils disent, mais ils n'ont qu'à arrêter de boire. Mais c'est trop facile. Si c'était si simple que ça posait pas trop de problèmes. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, vous êtes tellement mal dans votre peau. Il faut savoir que quelquefois, l'alcoolisme, poussé à l'extrême, c'est une forme de suicide. C'est une forme d'autodestruction. Donc, on ne peut pas dire, il suffit d'eux, ou il y a qu'à. Chaque personne est différente. Et quelqu'un, en quelques minutes, aura la volonté de s'en tirer, et ça sera suffisant. Et d'autres, il faudra peut-être 2, 3 ans, de la patience. Mais on ne peut pas désespérer de l'homme, c'est pas possible. Donc il faut fatalement qu'à un moment donné on en prenne conscience, parce que si jamais on laisse aller notre société telle qu'elle est là, moi j'habite Nantes, mais je suis persuadé que c'est pareil dans toutes les grandes villes de France, il y a de plus en plus de SDF et de plus en plus de gens jeunes. Une société ne peut pas laisser ces jeunes comme cela se détériorer dans la rue et être indifférente. Ce n'est pas possible. Alors tous ceux qui font de grands discours, s'ils faisaient de petits actes, ce serait nettement plus positif pour notre société. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui se croient invincibles et qui pensent s'éclater en buvant une bouteille de whisky en quelques minutes, quoi? Le principe de ce que j'ai compris, parce que c'était quelque chose qui, quand je buvais, n'existait pas trop, mais c'est le principe, ils appellent ça se mettre minable. C'est se mettre minable le plus vite possible. C'est quelque chose qui est très dangereux, parce que le corps, en très peu de temps, absorbe une quantité d'alcool énorme. Mais le problème de ces jeunes-là, c'est un problème simplement d'existence. C'est-à-dire que c'est une façon quelque part de se faire remarquer. C'est un petit peu comme ceux qui crient fort, ou ceux qui veulent jouer des points. Ils ont besoin de se faire remarquer. Le drame, c'est que notre jeunesse aujourd'hui, elle est un peu désorientée, elle est perdue. De plus en plus, ils sont au chômage. L'école, ils savent, parce que les jeunes, on peut leur raconter tout ce que l'on veut, mais ils sont loin d'être stupides. Ils savent que beaucoup d'emplois sont condamnés, que beaucoup d'entre eux, ça va durer très longtemps d'avoir une stabilité sociale. Tout ça fait que, en plus avec un monde virtuel qui est Internet, il n'y a même plus de contact humain. Donc ces paris-là, finalement, c'est quelque chose qui leur ressemble inoffensif. C'est un jeu, mais c'est aussi une façon de planer. Finalement, ils sortent des réalités très rapidement du monde. Plus vite ils sont dans leur bulle, et plus ils se sentent protégés. Et le seul conseil que je peux leur donner, moi, ce serait de leur dire, essayez de vous accaparer plutôt la société telle qu'elle est, pas telle que vous souhaitez qu'elle soit. Mais le problème aussi, c'est que la génération d'avant,
les a emmenés dans le mur. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui font l'effort de réflexion de lire, par exemple. Or, si vous lisez un livre, ça vous permet de voyager, de rêver, d'avoir un imaginaire. Notre société aujourd'hui n'a plus d'imaginaire. Aujourd'hui, vous êtes à une image en chasse une autre. Il y a une semaine, la France entière était suspendue à un débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Quand vous regardez aujourd'hui, une semaine après, mais ça fait loin tout ça. Tout est déjà balayé. Donc on a des images comme ça, on nous donne. Mais jamais on ne donne de quoi nourrir une réflexion. Et ce qui fait que les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils sont désabusés. Et en plus, ils n'ont même pas la possibilité de croire, ou la sensation de croire, que quelque part, ça va s'améliorer. Donc, fatalement, c'est obligé que ça aille dans le mur. Alors, eux, ils ont trouvé ça, ou ils ont trouvé la drogue, ou ils se regroupent entre eux, parce que finalement, quand ils sont à 7 ou 8 entre eux, en train de se boire 1, 2 ou 3 bouteilles de whisky, quel que soit le niveau social, quelle que soit la culture, quel que soit l'environnement, ils sont ensemble. Déjà, il y a la notion de groupe, et ils sont dans le même état avec les mêmes rires et les mêmes habitudes. Et même celui qui, éventuellement, n'aurait pas envie d'aller jusqu'au bout, de toute façon, pour suivre les autres, il va le faire. Donc, pour s'introduire dans ce monde-là, il faut aussi leur donner de l'espérance à côté. Et l'espérance à côté, à l'heure actuelle, je le pense sincèrement, nous, collectivement, on n'arrive pas à le créer. On n'arrive pas à mettre en exerce des choses positives. Chaque fois qu'un jeune est confronté à la vie, c'est toujours dans un côté négatif. Que ce soit le chômage, le sida, que ce soit plein de choses comme ça, mais il n'y a jamais quelque chose qui lui dise « Ah oui, ça c'est chouette ». Donc ça, tant qu'on n'aura pas inversé ça aussi, je crois qu'on sera difficilement compréhensible pour ces jeunes. Donc ils nous excluent. Finalement, le fait de boire entre eux, c'est exclure les autres, les adultes de leur monde. Hein. Le vrai problème, c'est que l'alcool, pour l'alcool, existe très peu chez les gens. L'alcoolisme est toujours la conséquence d'un mal-vivre, d'un moment où finalement on ne se trouve pas bien sans quelque chose qui vous stimule. Le fait, par exemple, de traîner dans les buvettes, c'est parce que vous n'avez pas envie de rentrer chez vous. Posez-vous la question de savoir quelqu'un qui finit sa journée et qui reste dans un café jusqu'à 10 heures tous les soirs, alors qu'il a une famille, une femme et des enfants. Sans jamais le juger, posez-vous la question de savoir pourquoi. C'est qu'il est moins bien chez lui que là. Donc il s'est créé artificiellement quelque chose. L'alcool n'est que la conséquence de son mal-vivre. Donc dans un café il boit, et on peut créer tous les médicaments du monde. Si vous ne lui redonnez pas envie de vivre avec les siens, de préférence à être ailleurs, les médicaments ne serviront rien. Les médicaments servent quelquefois pour aider quelqu'un à arrêter ça, mais à côté de ça, il faut qu'il ait une envie plus forte de vivre. Autrement, c'est toujours voué à l'échec. C'est pour ça que je milite pour plus de solidarité, pour plus d'occupation. C'est pas normal de laisser des hommes des journées entières perdues. Le monde associatif a tellement besoin de gens prêts à faire quelque chose. Pourquoi ne pas créer un statut des bénévoles, par exemple, en les rétribuant, mais en les mettant, quand vous êtes au chômage, par exemple, vous avez du temps de libre, au lieu de vous laisser comme ça, gamberger dans votre tête, qu'ils accompagnent des clubs de football, qu'ils aident les Restos du Cœur, mais aussi avec un salaire. Il faut arrêter de considérer le bénévolat comme à chaque fois des choses gratuites. Parce qu'en France, c'est un drame, ça. Quand quelqu'un a faim, il va au Resto du Cœur. Quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, on allait voir l'abbé Pierre. Pour la médecine, on fait le Sidaton, on fait le Téléthon, on fait la Croix-Rouge. Finalement, on ne quête. Et les bénévoles, c'est toujours comme cela. La seule chose qui, elle, demande de l'argent, c'est la vie publique et la vie politique. C'est quelque chose qui est impensable. C'est toujours les misères que l'on donne à des bénévoles. C'est à l'État de prendre ça. C'est une des fonctions régaliennes de l'État. C'est à l'État de prendre ça en charge. Or, il faudrait aujourd'hui, et j'en suis convaincu que si on avait des bénévoles payés et qui accepteraient véritablement de s'investir, y compris la nuit, notre société, elle serait soulagée. Mais ça aussi fait partie des combats. Il faut militer pour un vrai statut et il faut aussi rendre aux bénévoles, une autonomie. Ce n'est pas possible qu'on fasse tant de lois qui finalement, les bénévoles ne savent même plus à quoi ça sert. Quand on a mis les ceintures dans les voitures arrière, par exemple, les gens n'osaient même plus emmener les enfants des autres. Ne serait-ce que pour des déplacements sportifs.
Donc on a fait à chaque fois des contraintes terribles, et finalement c'est toujours fait par des gens qui ont tellement de bagages qu'ils ne savent même pas où les poser. Mais ce n'est jamais concrètement, 9 fois sur 10, utile à la personne à qui c'est censé s'adresser. Ça c'est un truc qui véritablement un jour faudra le changer. Et pour les personnes qui sortent de l'alcoolisme, est-ce que dans ton association, vous pouvez les aider, je sais que c'est très difficile, à trouver un logement par exemple? C'est-à-dire que là j'essaye, mais on n'a pas encore les moyens. Puis, le problème est là encore, il n'y a pas de vraie structure intermédiaire. C'est-à-dire que dans mon idée à moi, il devrait y avoir quelqu'un qui sort de l'alcoolisme, on devrait pouvoir avoir la possibilité d'avoir au moins un foyer, mais uniquement réservé à des gens qui ne boivent pas, ou qui ne boivent plus. C'est pas pour exclure les autres, mais si vous mettez quelqu'un qui introduit des bouteilles tous les soirs quelque part, ceux qui sont fragiles et qui en ont marre, ils vont être tentés de le prendre. C'est pas simplement un foyer. Il faudrait créer des dizaines et des dizaines de places par ville. Parce que le problème, c'est que si vous faites ça à une petite échelle, ça ne servira qu'à une ou deux personnes, et encore, c'est pas sûr. Ce qu'il faut, c'est que les gens aient la sensation que lorsqu'ils ont envie de s'arrêter de boire, tout de suite, ils peuvent le faire et que c'est possible. Et fatalement, si on crée ces maisons-là comme cela, ça ne peut être aussi que des tremplins. C'est-à-dire qu'au bout de 4, 5, 6 mois, la personne est normalement censée aller bien et autonome, il faut lui retrouver quelque chose d'autre. Il faut lui retrouver un appartement. Là aussi, on a toute une politique du logement qu'il faut revoir. Il faudrait revenir, par exemple, pour les gens qui sont aujourd'hui les SDF, il faut revenir à ce qui a été fait après la dernière guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a des villages où il y a des terrains en friche, on doit y mettre, alors c'était des baraques ouvrières, mais reconstruire, mettre des baraques ouvrières là comme ça, en attendant, et réapprendre aux gens à vivre dans une baraque comme ça, avec une boîte aux lettres et à recevoir du courrier, par exemple, à pouvoir reprendre une autonomie. C'est peut-être pas exceptionnel, mais c'est le début de quelque chose. Or, il faut remettre des choses comme ça. Mais pour recréer ça, il faut que les gens il faut que le monde politique en ait envie. Il faudra peut-être, si on le met sur un terrain éloigné du centre-ville, instaurer une ligne de bus qui va qui va du centre-ville à là-bas, pour que les gens puissent continuer à faire leur démarche la journée et retourner dormir dans ces baraquements. Et en sachant que ces baraquements-là ne sont qu'une étape. Vous voyez, il y a 1000 choses à faire si notre société veut le prendre en compte. Le problème, c'est une volonté politique. On peut penser aussi, Jean-François, que ceux qui créent donc ces dégâts à cause de l'alcool, les compagnies de liqueurs, de boissons alcoolisées, payent une taxe, disons, de 1%, et cette taxe, elle sert à soigner ceux qui sont victimes de l'alcool. Ça, ce serait possible. Ce serait possible à une condition. C'est que cette somme-là soit véritablement attribuée, par exemple, à la Fondation de France et qui ne serve qu'à ça. Or, chaque fois qu'on met une taxe en France, c'est pour le budget de l'État. Il faudrait, et là tu as entièrement raison, il faudrait qu'il y ait un système, peut-être même une fois par mois par exemple, prendre 10% de la recette de la Française des Jeux, prendre les taxes sur l'alcool comme tu l'as dit, et c'est juste, mais que ce soit géré par la Fondation de France et qui ne serve exclusivement à 100% qu'à ça. Et ne pas s'en servir à chaque fois pour faire des palliatifs. Parce que là, on va retaxer encore les gens bientôt pour la dépendance, qui est un vrai problème aussi. Mais à force de mettre des taxes qui vont, comme cela, se noyer dans la masse, finalement, c'était ce que disaient les anciens quand on avait créé la vignette. Les anciens auditeurs vont s'en souvenir. On avait fait la vignette, c'était pour les anciens, pour les vieux. C'était la vignette pour les vieux. Et les chansonniers à l'époque disaient que les vieux n'en avaient vu que la couleur. Eh bien, c'est un peu vrai. Moi, je suis vraiment... Cette idée est très excellente, j'en suis un partisan convaincu, mais à condition que ce soit géré par la Fondation de France et que cet argent-là, concrètement, on voit qu'elle sert à ces gens-là, aux plus démunis, aux SDF et à ceux qui veulent sortir de l'alcool. Parce que ça, c'est véritablement une façon d'avoir de l'argent. Et bien sûr que les liqueurs, ça ne pose aucun problème. De prendre 1 à 2% dessus, y compris même peut-être partager la TVA entre l'État
et les gens qui sont en dépendance, qui ont besoin. Parce que de toute façon, ça coûte, à l'arrivée, c'est toujours pris dans la caisse de l'État, la dépense de la sécurité sociale. Et ça coûte des millions et des millions qu'on pourrait économiser. Donc cette idée-là est très bonne. Tu as raison. Mais j'espère qu'un jour, il y aura quelque chose qui va dans ce sens. Ah, moi aussi, je l'espère. Hein. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour les législatives là en juin 2012, Jean-François. Ben, je te remercie encore de ton accueil et de ta gentillesse. C'est moi qui te remercie d'avoir partagé donc un morceau de ta vie à travers ce livre. Alors, je redonne le titre de ton livre, Jean-François, Perles d'or sur champ de vie, des éditions Amalthée. Merci encore, Jean-François. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt.